Bon, ce qu'on peut dire de la provenance de la bobine du film Symphonie diagonale qui se trouve dans le fond du CNC, du Centre national de la cinématographie, c'est que cette bobine a été déposée par le laboratoire français GTC Éclair, mais que ce n'est pas ce laboratoire qui en a tiré la copie. La copie, de toute évidence, a été tirée par un laboratoire allemand, puisque entre chaque plan, entre chaque plan de cette bobine, puisque cette bobine, en fait, c'est pas une partie du film, c'est un bout à bout de plans indépendants les uns des autres. Entre chacune des, pas chaque plan, mais entre chaque séquence, il y a des indications manuscrites et qui sont en allemand, qui sont écrites en allemand, plus exactement, qui sont écrites en suterlin. C'est une manière, une graphie qui date des années 20, qui est très utilisée dans les années 20 en Allemagne. Voilà, donc on peut sans doute en conclure, même certainement, que cette copie a été tirée en Allemagne. Voilà. Donc il y a deux autres indications. Il y a une indication au français qui indique sans doute faite par le CNC, qui indique que le film est muet. Donc bah, évidemment, ça date au moins du parlant. Et à la fin, il y a un carton de la FIAF, Fédération internationale des archives du film, sans doute, qui est là sans doute pour faciliter le passage en douane de cette bobine, et qui lui aussi est postérieur à la réalisation des plans, puisque la FIAF a été créée en 1938. Voilà. La bobine dure 3 minutes 50 à 16 images à la seconde. C'est un bout à bout de séquences séparées par plusieurs courtes amorces transparentes. La première séquence commence par un titre qui se démarque de celui de la version Richter par l'usage de la préposition allemande von. Hein, le titre, on le voit ici, c'est Symphonie diagonale von Viking Egling. Il y a ensuite plusieurs séquences positives qui se suivent jusqu'à 1 minute 53. Donc on va les voir. Puis ensuite, de 1 minute 53 jusqu'à la fin, il y a une suite de séquences dont l'une est montée puisqu'elle contient plusieurs colures. Et ça, on a déjà vu cette séquence. Et ces différentes séquences, ces différents plans sont en négatif et sont sans doute aussi à l'envers. Hein. Il y a une date manuscrite qui figure en tête sur la mort, c'est celle du 21 novembre 1924, qui correspond à peu près au moment où Egling s'est rendu en France pour montrer son film à son ami Fernand Léger. On peut donc assez légitimement penser que c'est l'élément du film qu'Egling avait apporté avec lui en France. C'est ce dont nous avait témoigné Ressoupeau. Ce qui est important, c'est que sur plusieurs de ces amorces, il y a des indications manuscrites qui indiquent de quel côté on doit tirer la copie.
hein, côté émulsion, côté support, c'est-à-dire qui rendra une image droite ou une image gauche, et combien de copies doivent être tirées de cette séquence, hein. Ça confirme bien donc que ces éléments ne sont pas un montage terminé, mais un mooster, c'est-à-dire un modèle, on pourrait dire en français un modèle, un peu l'équivalent presque d'une partition musicale, hein, qui permettra ensuite à Egling de tirer une copie de son film à partir de ces éléments de départ, à partir de ce modèle. Mais simplement, cette copie, on ne l'a jamais vue. Et si elle n'a jamais existé, ce dont je doute, on ne l'a jamais vue. Alors qu'est-ce que ce modèle, qu'est-ce que ce mooster nous apprend par rapport au rouleau et par rapport au dessin préparatoire? Eh bien, il me semble que c'est presque le secret de ce film, hein. C'est que ce qu'on y voit très clairement, c'est que chaque plan, presque tous les plans, commencent et finissent dans le noir. Semblent s'extraire du noir pour ensuite y retourner. Parfois, ce mouvement d'extraction est accompagné d'un court fondu qui renforce d'autant plus le lien entre la figure et le fond. La figure s'extrayant et retournant au fond. Cette ouverture par un fondu puis cette fermeture à la fin du plan viennent renforcer le lien de la figure et du fond, d'où elle surgit et s'y dissipe. C'est d'un mouvement sur place qu'il s'agit. Les figures ne se déplacent pas dans le cadre, jamais, sinon sur elles-mêmes, en intensité, elles naissent, se développent, puis s'éteignent avant qu'une autre figure surgisse et s'y enchaîne. Cette suite de mouvements sur place, on pourrait dire en intensité, est liée par le fond noir qui opère la continuité d'une figure à l'autre. Mais il se peut très bien, en tous les cas, il me semble que ça serait dans la logique de la manière dont Egling a construit ces images, qu'il a eu à un moment l'intention de procéder par fondu enchaîné, c'est-à-dire d'enchaîner un plan et l'autre par des fondus. Mais pour ça, il aurait fallu qu'il fasse un montage, ce qu'on appelle en A plus B, c'est-à-dire à partir de deux négatifs. Et là, sans doute qu'il n'a jamais eu l'argent pour le faire. Mais en tous les cas, c'est une supposition qui me semble aller dans le sens de ce qui nous est montré, notamment dans la séquence montée, où on voit bien que les éléments s'enchaînent les uns avec les autres en s'extrayant du noir, et que le fondu enchaîné, si Egling avait eu la possibilité d'en faire, serait vraiment allé dans le sens d'un enchaînement, d'une continuité d'un plan à l'autre. Évidemment, tout ceci n'est qu'une hypothèse, mais on peut, avec les moyens modernes, le refaire assez facilement. Voilà ce que j'ai fait. Ce qu'on peut voir, c'est que le fait que chaque plan commence et se termine de la même manière, c'est-à-dire dans le noir du fond, permet d'enchaîner n'importe quel plan avec n'importe quel autre, tout en maintenant la continuité de l'un à l'autre. Tout est ainsi virtuellement possible. Lorsqu'Egling a dessiné ses rouleaux, il n'avait sans doute pas envisagé la manière dont il allait pratiquement permettre cette transition continue entre les figures, même s'il en avait le projet théorique. Graphiquement, il ne pouvait pas faire qu'on se rende compte de ce projet, s'il ne l'a jamais eu. Moi, il me semble que c'est à partir du moment où il a construit cinématographiquement ces images qu'il s'est rendu compte de la possibilité d'enchaîner continuellement ces images, d'enchaîner virtuellement continuellement ces images. Et ce qu'on se rend compte à ce moment-là, c'est que tout est possible. Chaque image qui commence et se finit dans le noir peut s'enchaîner avec n'importe quelle autre image. Il y a là une possibilité virtuellement infinie d'enchaînement des images les unes avec les autres, d'enchaînement des figures les unes avec les autres, qui n'est pas présent dans les rouleaux, mais à mon avis qui est présent dans la manière dont Egling a monté la partie qu'on voit dans la bobine du CNC.
Il me semble donc que si on veut comprendre le cheminement de la pensée d'Egling, voir son idée, l'idée qui a abouti non pas au moment où il a fait le rouleau, mais à partir du moment où il a dû monter ces images, c'est que non seulement ces plans dépassent le cadre, il n'y a plus de cadre, sont hors cadre, mais d'une certaine manière dépassent aussi le temps, sont de tous les points de vue hors limite. Et peut-être là c'est l'ultime projet d'Egling, hein, dont on voit ici l'amorce, d'un film hors limite.